Bonjour à tous, bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de l'action MSCI. Une action que vous connaissez probablement déjà au travers des indices MSCI, donc qui portent le même nom, et notamment les indices MSCI World et MSCI Emerging Market, qui ont la cote auprès des investisseurs. Et dans cette vidéo, nous allons voir si MSCI est une entreprise de qualité ou pas, et nous allons également voir si elle est à un bon prix actuellement, et est-ce que c'est le moment de l'acheter ou pas. Et comme d'habitude, cette vidéo va être découpée en 4 étapes, et premièrement, nous verrons la société MSCI et son business model, puis nous ferons une analyse quantitative de la société, puis une analyse fondamentale, et enfin nous terminerons par évaluer le prix de la société. Et comme d'habitude, le disclaimer, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et devez faire vos propres recherches avant d'acheter ou non une entreprise. Ceci étant dit, passons maintenant à l'étude de la société MSCI. C'est une société américaine qui a pour ticker MSCI, elle est cotée au NYSE, donc au New York Stock Exchange, elle a une capitalisation de 43 milliards de dollars, elle n'est pas éligible au PEA, elle verse un dividende de 1,16% et elle est dans le secteur de la finance. L'histoire de la société débute en 1935. En fait, MSCI provient de la banque d'affaires Morgan Stanley qui a été créée en 1935 par Henry S. Morgan, donc le descendant de JP Morgan, et Harold Stanley à la suite du Glass-Steagall Act. Donc ça, c'était un acte aux États-Unis qui exigeait la séparation des banques d'affaires et des banques commerciales. Et donc du coup, Morgan Stanley a été créé à partir de JP Morgan, et JP Morgan est devenu la banque commerciale et Morgan Stanley la banque d'affaires. En 1986, Morgan Stanley fait l'acquisition de Capital International Data. Et ça, c'est le début de la société MSCI qui donnera plus tard donc Morgan Stanley Capital International, soit MSCI. En 1996, Morgan Stanley rachète l'entreprise Van Kampen. En 1997 a lieu la fusion avec Dean Witter Reynolds et le groupe Morgan Stanley devient alors la plus grande société de courtage aux États-Unis. En 2006, fait assez intéressant que j'ignorais personnellement, mais Morgan Stanley a racheté 33% des parts du Paris Saint-Germain à Canal+, mais les a ensuite revendues à Colony Capital en 2009. Et également, la même année, l'activité carte de crédit est séparée du groupe, donnant naissance à la société Discover Financials, que vous avez probablement déjà entendu dans mes analyses de Visa et Mastercard, si vous les avez suivies. Et c'est en 2007 qu'a eu lieu la scission entre Morgan Stanley et les activités de MSCI, et donc MSCI devient une entité indépendante en 2007 et complètement détachée du groupe. En 2008, pendant la crise des subprimes, Morgan Stanley a évité de peu de se faire racheter par le gouvernement américain. Et en 2010, MSCI a acquis Institutional Shareholder Services, mais qu'elle devra revendre en 2014 suite à des conflits d'intérêts. Maintenant, si on regarde la répartition des ventes par activité de la société, on retrouve en plus gros segment les indices avec 57,4% des ventes, suivi du segment Analytics avec 24,4% des ventes, puis le segment ESG avec 11,4%, et enfin les actifs privés et autres avec 6,9%. Du côté de la répartition géographique des ventes, on retrouve les États-Unis en première position avec 41,3%, l'Europe, Moyen-Orient, Afrique avec 22,5%, le Royaume-Uni avec 16,1%, l'Asie et l'Australie avec 11,7%, le reste de l'Amérique avec 4,4% et enfin le Japon avec 4%. Si on fait maintenant un point sur le business model de MSCI et notamment ses différents segments, on retrouve en premier point évidemment le segment des indices qui est le cœur de métier de MSCI qui collecte des données financières et à partir de ces données financières crée des indices qu'elle vend et crée même des indices personnalisés donc sur mesure pour des clients institutionnels. Les indices les plus connus de MSCI sont bien sûr le MSCI World et le MSCI Emerging Market, ainsi que le ACWI, qui comprend donc la fusion des deux, à la fois le World et le MSCI Emerging Market. A noter que MSCI est aussi très bien positionné sur les indices ESG aujourd'hui, c'est même le leader des indices ESG, et également sur les indices Smart Beta, avec les facteurs Quality, Momentum, Value, qui sont très présents chez MSCI. Et au niveau du business model pur, ici les indices sont vendus soit via des souscriptions, soit via des frais qui sont prélevés, notamment collectés au travers des ETF. Donc quand un ETF est commercialisé par un vendeur d'ETF, par exemple BlackRock, BlackRock va prélever par exemple 0,10% de frais de gestion sur cet ETF, et sur ces 0,10%, peut-être que BlackRock en reversera 0,5, donc la moitié, à MSCI directement pour pouvoir utiliser
son indice. Maintenant au niveau du segment Analytics, ici on a principalement des solutions logicielles d'analyse de gestion de portefeuille et de gestion de risque adressées aux gestionnaires d'actifs et propriétaires d'actifs. Là on retrouve plusieurs solutions différentes et c'est un segment qui a été construit notamment sur plusieurs acquisitions, dont l'acquisition de Barra en 2004 et de Risk Matrix en 2010. Maintenant sur le segment ESG et climat, donc c'est important de noter que c'est un segment assez récent qui a été créé en 2021. Ça fait plus de 45 ans que MSCI a de l'expérience dans le domaine de l'ESG et également est le numéro 1 sur les indices ESG aujourd'hui. Et au travers de ce segment, elle fournit des solutions pour mesurer son exposition climatique, des prévisions sur les changements climatiques et des modèles climatiques ainsi que des jeux de données sur l'intégralité de l'aspect climat. A noter que toutes ces données sont bien évidemment intégrées avec les solutions d'analyse qui sont commercialisées et les indices, comme on l'a vu plus tôt avec les indices ESG. Et enfin, sur le dernier segment, on retrouve les actifs privés. Donc là, MSCI va fournir des rapports sur l'immobilier, par exemple sur des données de marché, des comparaisons avec des indices de référence à des analystes, investisseurs et gestionnaires immobiliers. Et là, on va être vraiment sur des actifs privés, donc du private equity, de l'immobilier, des actifs réels, etc. Et ce segment a été grandement renforcé en 2023 avec l'acquisition de Burgiss, qui est une société britannique qui est spécialisée dans les données d'actifs privés et qui renforce donc le portefeuille de MSCI sur ce segment. Maintenant, du point de vue du management, on retrouve à la tête de la société Henry A. Fernandez, qui est chairman et CEO depuis 1998, Baer Petit, qui est président et CEO depuis 2017, et Andrew C. Weichmann, qui est CFO depuis 2020. Du côté de l'actionnariat, on retrouve une ligne plutôt intéressante puisqu'on voit que le CEO Henry Fernandez possède 2,6% des parts, et ensuite le reste est possédé par des institutionnels relativement basiques, Vanguard, BlackRock, State Street, etc. etc. C'est d'ailleurs assez comique ici de voir que un des principaux clients de MSCI, BlackRock, possède des parts dans MSCI au travers de la vente de ses propres ETF, et probablement aussi des ETF basés sur les propres indices de MSCI. Avant de poursuivre sur l'analyse quantitative, je vous rappelle que vous pourrez retrouver ma playlist méthode en description. Cette playlist regroupe 3 vidéos qui vous expliqueront les 3 étapes qui vont suivre sur l'analyse si vous ne les avez pas déjà vues, à savoir l'analyse quantitative, l'analyse fondamentale et l'évaluation du prix. Ceci étant dit, passons donc maintenant à l'analyse quantitative. On va commencer tout de suite par analyser la rentabilité, et là on prend comme d'habitude le ROCE, et on voit qu'on a un ROCE sur un an de 41,37%, sur 5 ans de 27,39%, et sur 10 ans de 25,78%, donc des très bons chiffres ici. Du côté des profits, on a une marge brute de 82,34%, une marge opérationnelle de 54,75% et une marge nette de 45,42%, donc encore une fois un sans faute ici, en sachant qu'on a un pourcentage de dépenses en CAPEX par rapport au résultat opérationnel de seulement 7%. Maintenant, au niveau de la croissance, on a une croissance du chiffre d'affaires sur la dernière année de 14,4%, sur les 5 dernières années de 14,9% et sur les 10 dernières années de 15,6%. Et on a un score de prédictibilité de la croissance du chiffre d'affaires de 100%, ce qui est tout simplement excellent. Et pour le moment, je n'ai pas vu d'autres entreprises qui a 100% sur ce score-là. A noter que j'ai eu quelques questions sur ce score et sur comment il fonctionne. Sachez que ce score est calculé par Guru Focus et qu'il permet de mesurer donc la prédictibilité de la croissance du chiffre d'affaires, c'est-à-dire à quel point la croissance sera prévisible dans les prochaines années par rapport à la croissance passée. Et donc évidemment, plus le score est élevé, mieux c'est et moins l'entreprise aura une croissance cyclique. Maintenant, passons au free cash flow, et là on a une croissance des free cash flow sur la dernière année de 13,9%, sur les 5 dernières années de 17,9%, et sur les 10 dernières années de 23%. Là on voit un petit bémol ici, c'est que même si la croissance des free cash flow est bonne, elle diminue, et on voit que entre la médiane 10 ans et la médiane 5 ans, on a eu une baisse d'environ 5% sur la croissance. Maintenant, au niveau du dividende, on a une croissance sur un an de 20,5%, ce qui est excellent, sur 5 ans de 23,2%, et sur 10 ans, on n'a pas de données, en sachant que cela fait 10 ans que MSCI augmente son dividende de manière continue. Et pour terminer au niveau de la santé, le deuxième point noir de MSCI, on a des dettes relativement élevées avec un ratio dette sur EBITDA de 2,7 et un payout ratio de 42%. Et donc si on récapitule sur tous ces points, on obtient une note excellente de 17,5 sur 20, et on voit que les seuls points qui pêchent chez MSCI, ce sont les dettes et la croissance du dividende à 10 ans. Mais sur ce point, je pense que c'est tout simplement puisqu'il n'y a pas assez d'historique. On l'a vu, cela fait 10 ans que MSCI verse et augmente son dividende de manière consécutive. Donc probablement ce point-là sera rectifié dans un an et la note passera à 18,5 sur 20 automatiquement. Maintenant, si on compare MSCI par rapport à ses concurrents, on retrouve FactSet Research avec 19 sur 20, S&P Global avec 17 sur 20. S&P Global d'ailleurs, je l'ai déjà analysé sur la chaîne. Je vous mettrai l'analyse en description et en haut à droite si ça vous intéresse.
Et enfin, on retrouve Moody's avec 17 sur 20. Si vous aussi vous êtes intéressé pour analyser, sélectionner des entreprises, vous pouvez accéder à toutes ces données sur l'application IQ Invest grâce au Quality Stock Screener qui vous permet de sélectionner les meilleures entreprises parmi plus de 1700 entreprises dans le monde entier, trouver des actions de qualité en quelques instants, acheter au meilleur moment, et ça vous permet aussi de créer votre watchlist personnalisée pour suivre toutes vos actions au même endroit avec un prix totalement transparent de 14,99 € par mois. Donc vous avez le lien en description ainsi que la vidéo explicative si ça vous intéresse. Et maintenant, si on compare la performance de MSCI par rapport à ses concurrents sur les 10 dernières années, on voit que MSCI est en première position et ce de très loin. FactSet Research est en deuxième position, suivi de S&P Global et en dernière position Moody's, en sachant que cette performance est bien calculée dividende réinvesti. Et si on compare la performance de MSCI par rapport au S&P 500, sur les 10 dernières années, on a eu une surperformance moyenne de 17,64%, ce qui est très bon. Passons maintenant à l'analyse fondamentale de la société MSCI. Et on va commencer tout de suite avec les forces de la société. Et premier point, il est important de noter que 96% des revenus de MSCI sont récurrents, dont 74% qui proviennent de souscriptions récurrentes, avec un taux de rétention d'environ 90% à travers tous les produits, ce qui est excellent. MSCI possède une large gamme d'indices qui sont très populaires, avec un fort avantage compétitif et une très bonne rétention. MSCI a également bénéficié largement de la croissance des ETF sur les 20 dernières années. Elle possède des contrats long terme avec ses clients, donc des contrats de plus de 10 ans qui sont signés avec des géants comme par exemple BlackRock. Les coûts de changement pour les gestionnaires de fonds proposant les indices d'MSCI sont très élevés. Il y a également une forte croissance sur le segment ESG aujourd'hui et MSCI veut devenir la référence sur les indices ESG et est déjà le leader sur ce positionnement. Maintenant, au niveau des risques, on a, comme on l'a vu, une croissance des free cash flow qui est en baisse sur les 10 dernières années, même si elle reste très bonne, une dette qui est relativement élevée avec 2,7 fois l'EBITDA, un business qui est fortement impacté par les conditions macroéconomiques, avec par exemple la crise des subprimes en 2008, le Brexit en 2018 et la guerre en Ukraine en 2022, et forcément, à chaque fois qu'il y a une crise, ça impacte les encours sous gestion via les ETF qui commercialisent les indices de MSCI. Également, MSCI a des clients qui sont très gros et très concentrés, avec par exemple BlackRock qui génère environ la moitié des revenus liés aux frais sur les indices et environ 10% des revenus totaux d'MSCI, ce qui est très élevé. A noter aussi que l'avenir du segment ESG est incertain, puisque ce sont des critères qui sont très clivants politiquement, et aux États-Unis il y a beaucoup de politiques, notamment dans le parti conservateur, qui veulent faire disparaître ces critères qui sont jugés antilibéraux. Également, au fil du temps, les frais des ETF ont tendance à être revus à la baisse, ce qui impacte négativement les frais que perçoit MSCI, et par exemple BlackRock et les plus gros clients négocient régulièrement des baisses sur les frais que perçoit MSCI. Et également sur le segment Analytics, il y a un moat moins élevé, donc un avantage compétitif qui est moins fort, puisque c'est un segment avec plus de concurrence, et sur ce segment on peut par exemple noter FactSet, BlackRock avec son logiciel Aladdin, Deutsche Börse avec son logiciel Axoma, ou encore Bloomberg. Maintenant, si on passe à la checklist fondamentale et qu'on commence par les produits, premier point, on a des produits qui sont essentiels puisque les indices commercialisés par MSCI sont parmi les plus suivis au monde et sont très utilisés dans la gestion indicielle via les ETF. Les produits sont achetés régulièrement puisque 96% des revenus de MSCI sont récurrents. Les produits sont vendus à bas prix puisque MSCI perçoit des abonnements et des frais sur l'utilisation de ces produits qui sont souvent abordables pour ses clients. Les produits ne sont pas achetés par une large base de clients puisqu'on l'a vu, MSCI possède de gros clients et ses revenus sont relativement concentrés avec par exemple BlackRock qui représente 10% des ventes. Et les produits résistent au changement, notamment sur le segment des indices, où les coûts de changement sont très élevés pour les gestionnaires de fonds. Maintenant, au niveau du positionnement, on a une entreprise qui est appréciée par ses clients, que ce soit par les institutionnels ou par les particuliers qui apprécient généralement beaucoup les indices d'MSCI. L'entreprise n'est pas unique, selon moi, car même si elle possède des indices qui sont uniques, d'autres acteurs proposent les mêmes produits et d'autres acteurs proposent des indices, comme S&P Global par exemple, mais également, on l'a vu sur le segment Analytics, d'autres acteurs proposent des solutions similaires à MSCI. L'entreprise par contre est leader sur son marché puisqu'elle est doublement leader à la fois sur le segment de l'ESG et sur les indices hors États-Unis. L'entreprise résiste très bien à la concurrence puisque le segment des indices d'MSCI possède un fort avantage compétitif. Mais par contre, selon moi, l'entreprise ne possède pas un fort pricing power, ce qui est dû à sa concentration sur certains gros clients, et du coup ces gros clients comme BlackRock possèdent un fort pouvoir de négociation sur les prix. Maintenant, au niveau du management, on a une entreprise qui n'est pas facile à diriger selon moi puisque MSCI évolue dans un milieu complexe et en plus elle est fortement endettée avec, on l'a vu, 2,7 fois son EBITDA en dette.
Par contre, l'entreprise a une bonne allocation du capital puisque Morningstar lui attribue une note exemplaire. L'entreprise est focus sur la qualité de ses produits puisque MSCI propose des données et des solutions de qualité. Le management de l'entreprise est compétent puisqu'il a su faire de belles acquisitions sur les 20 dernières années, mais également a su préparer et saisir le train de l'ESG. Et également, on a un management qui est skin in the game, puisqu'on l'a vu, le CEO est très senior, il est en poste depuis 1998, et en plus, il possède 2,6% des parts de la société. Et pour terminer, l'entreprise possède une grande douve, puisque Morningstar lui attribue une note de grande douve stable. Elle opère dans un secteur qui est cyclique, par contre, puisque le secteur financier est cyclique et dépend énormément des conditions macroéconomiques. L'entreprise a un fort potentiel de croissance, que ce soit sur les indices ou sur le segment plus spécifique de l'ESG. MSCI évolue dans un marché en croissance, puisque le marché de la gestion passive via ETF et de l'ESG sont largement en croissance. Et l'entreprise est orientée vers ses actionnaires, puisque MSCI verse un beau dividende en constante augmentation et a un programme de rachat d'actions régulier et généreux. Et si on récapitule sur tous ces points, on obtient une note fondamentale de 15 sur 20 pour la société MSCI. Et si on réfléchit à quelques scénarios catastrophes qui pourraient arriver, personnellement j'en ai trouvé 4. Le premier est un risque de régulation antitrust, car MSCI est le leader des indices non américains et il n'y a pas vraiment de concurrence aux États-Unis sur ce segment. Également, il y a un gros risque d'attaque informatique et de cybersécurité car tout le business d'MSCI repose sur ces données financières. Il y a aussi un risque qui serait lié à une crise économique majeure ou un krach boursier pendant lequel le volume sous gestion des ETF pourrait grandement diminuer et donc les frais que perçoit MSCI pourraient être impactés à la baisse. Également, on pourrait imaginer un scénario dans lequel les notations ESG sont tout simplement interdites par le gouvernement américain, rendant 10 ans d'investissement sur ce segment totalement inutile. Maintenant, passons à la dernière étape de notre analyse, l'étude de la valorisation de la société. Et pour ça, on va commencer par calculer la Fair Value Estimate à partir de 4 prix. Le premier est un prix obtenu grâce à une méthode de discounted cash flow basée sur les revenus, qui nous donne un prix de 411,88$, puis une méthode de discounted cash flow basée sur les free cash flow, qui nous donne un prix de 448,47$, puis le prix juste de Morningstar qui est à 480$, et enfin le prix juste de Guru Focus qui est à 622,11$. Si on fait la moyenne de ces 4 prix, on obtient une Fair Value Estimate de 490,62$. Et si on compare ce prix juste par rapport au prix actuel de l'action, on voit que l'action est légèrement surévaluée à 12,18% au-dessus de notre prix juste. Et maintenant, si on regarde le PE de la société, on a eu une moyenne historique sur les 10 dernières années de 37,14 et actuellement le PE est à 38,44, ce qui est relativement raisonnable puisqu'on a une différence de 3,5%. Et si on fait la moyenne de ces deux ratios, on obtient une surévaluation approximative de 7,84% pour la société MSCI. Et avant de conclure, je vous rappelle que vous pourrez retrouver en description des liens et codes de parrainage pour ouvrir des PEA chez Bourse Direct, Fortuneo, Boursobank et des comptes titres chez Interactive Brokers, DeGiro et Trade Republic si vous n'en avez pas encore ou tout simplement si vous êtes intéressé par ouvrir de nouveaux comptes titres par exemple. Et maintenant, pour conclure, MSCI est bien évidemment une entreprise de qualité qui bat le S&P 500 avec une note quantitative de 17,5 sur 20. Elle possède un grand moat, un fort avantage compétitif et de bons fondamentaux avec une note fondamentale de 15 sur 20. MSCI est aujourd'hui le leader des indices hors US et des solutions ESG, mais par contre, attention, il y a un gros point noir selon moi, c'est la dette de la société qui est aujourd'hui relativement élevée, mais qui s'explique aussi par les différentes acquisitions que MSCI a pu faire par le passé. Par contre, au niveau prix, elle est aujourd'hui relativement abordable avec, on l'a vu, une surévaluation approximative de 7,84%. Donc, pour ma part, ça sera oui, c'est une entreprise que je vais ajouter à ma watchlist et que je vais surveiller et probablement que je vais acheter en parallèle de S&P Global puisque ces deux entreprises sont similaires sur pas mal de points, même si elles sont quand même relativement différentes. Et je vais appliquer un peu la même stratégie que Visa et Mastercard dans mon portefeuille, c'est-à-dire que je vais acheter l'une ou l'autre en fonction de laquelle est la plus intéressante à acheter à un instant T. Merci à tous de m'avoir écouté, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo, dites-moi en commentaire si MSCI est une société qui vous intéresse, est-ce que vous l'avez en portefeuille, est-ce que vous prévoyez de l'acheter, n'oubliez pas bien évidemment de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'aller me suivre sur Instagram @iq-invest.fr et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.